Il faut se présenter. Il faut se présenter d'abord, oui. Bonjour tout le monde. Je suis Sana Djelali. Micro. Donne le micro, parce que... Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Sana Djelali, ingénieur en écologie. J'ai une question pour Monsieur Oussalem. Vous avez dit que chaque pays a un plan stratégique national. En Algérie, les surfaces agricoles utiles non exploitées sont à 90%. On exploite juste 10%. Donc, si on exploite ces surfaces agricoles, on va lutter contre le problème de l'importation de la poudre en lait à partir de l'élevage des vaches, au lieu d'importer de la poudre. Donc, on va pratiquer l'élevage des vaches. Bon, ma question, quelles sont d'autres solutions afin de parvenir à la sécurité alimentaire et maintenir l'économie du pays? Et merci pour ça. Merci pour d'abord la remarque et puis la question. Oui, madame, à vous. Il marche. Vous Non, parlez il marche directement. pas. Non, il ne marche pas. Si. On vous entend bien. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Depuis le début du colloque, Vous présentez? Oui, c'est Madame Hamish, donc enseignante-chercheur à l'Université de Béjaïa. Donc, depuis le début du colloque, on parle de la sécurité alimentaire. On n'en a jamais parlé de la sécurité énergétique. Or, le secteur... oui, les systèmes... Hydrique aussi. Oui, d'accord. Ça va venir avec l'innovation. Donc, les systèmes agroalimentaires dans le monde, ils consomment quand même 30% de l'énergie disponible dans le monde. D'accord? Ces 30%-là, il y a 70% donc, destinés à la production agricole. Donc, ce sont deux secteurs, le secteur agricole et le secteur de l'énergie, deux secteurs prioritaires et stratégiques de toute économie. Donc, n'est-il pas utile de combiner ces deux secteurs-là? C'est une forme d'innovation pour assurer la sécurité alimentaire et assurer la sécurité énergétique face à cette crise multiforme qu'on est en train de subir suite à la Covid, suite au conflit militaire et tout, et surtout l'évolution démographique. Nous avons plus de bouches à nourrir maintenant. Nous sommes 8 milliards de personnes dans le monde. D'accord? Donc, n'est-il pas utile de penser à combiner ces deux secteurs-là pour à la fois innover l'agriculture et assurer la sécurité alimentaire et à la fois assurer la sécurité énergétique? Donc, on n'en a pas parlé dans ce colloque de ces formes-là d'innovation dans le secteur agricole. Merci, madame. On va vous répondre, Inch'Allah. Oui, madame. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous remercie vraiment pour ce colloque qui est vraiment important. Vous présentez? Oui. Donc, je m'appelle Bouzara Razika, enseignante vacataire, ST. Aussi, j'ai un master en biodiversité et sécurité alimentaire. Donc, je m'excuse pour hier. J'ai été en centre de recherche CRTA de M. Madani. Et donc, j'ai fait mon mémoire sur les céréales avec mon promoteur, M. Kati. Donc, on a vu un peu cette politique agricole et que le système alimentaire est lié à plusieurs secteurs. Il est lié au secteur politique, socio-économique. Donc, à mon avis, il faut avoir de l'éthique, l'esthétique alimentaire. Il y a le régime alimentaire, mais on parle beaucoup plus de l'esthétique. Parce que chacun, ce qu'il a comme manque dans son organisme, donc ce qu'il a besoin, ce qu'il préfère, etc.
Vous avez des esthétiques. Ouais. Très bien. Et donc, pour assurer la sécurité alimentaire aussi, il faut traverser le côté de l'agricole. On a là des espaces, mais malheureusement, qu'on n'a pas de main-d'œuvre qu'elle peut les maintenir bien, comment dire, par exemple, fertiliser les sols d'une manière biologique, agriculture biologique. Donc, ici là, si on arrive à faire une agriculture biologique, d'abord, il faut assurer la sécurité des aliments. Ça veut dire quand on produit de qualité. Ainsi, il arrive la quantité. Qualité, ainsi la quantité. Donc, on demande aussi des postes d'emploi qu'elle peut diminuer l'insécurité alimentaire. Et merci. Merci à vous. Merci. Vous avez évoqué plusieurs questions. On va, Inch'Allah, tâcher de répondre. Parce que même si ça sort un petit peu, je crois, du sujet du colloque, mais c'est très intéressant. Très intéressant. On est là, donc on a un peu de temps, donc on va en débattre. Alors, oui, monsieur. Salam alaikum. Alaykoum salam. Hitouch Salim, agroéconomiste à Sadarji. D'abord, je remercie les communicants pour leur intervention et la clarté des communications. J'ai noté deux questions. La première, c'est destinée à Madame Zaidé. Ça concerne plutôt le lait qui est un produit de première nécessité. Et on sait très bien que les besoins des Algériens sont incompressibles, c'est-à-dire chaque jour, si on consomme 5 litres par semaine, par ménage, et on consomme tout le temps 5 litres. Et j'ai une petite remarque par rapport aux orientations politiques que vous avez c'est-à-dire recommandées. C'est le protectionnisme, c'est-à-dire mettre en place des barrières douanières à l'importation. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce type de barrière, enfin, de mesures risque de nuire au pouvoir d'achat des ménages, des consommateurs algériens? Et j'ai une autre question pour M. Blataf concernant la PAC. Pendant la période de Covid, il y avait très peu de flux sur le commerce international, très peu et vous avez parlé l'état des lieux, qu'il faut inciter la production au niveau local. Local, c'est européen, je devine. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises dans le cadre de la PAC pour inciter les agriculteurs à produire localement des spéculations qu'ils ne produisaient pas avant la Covid? Ça, c'est la première question. C'est la même chose pour l'environnement. Actuellement, on parle plutôt de l'agroécologie, parce qu'avant, on parle il faut pas consommer de ressources, il faut laisser des ressources aux générations futures. Maintenant, il faut non seulement ne pas c'est-à-dire raisonner la consommation des ressources, mais aussi il faut remettre à la nature une partie de ce que nous consommons. C'est-à-dire, je donne à titre d'exemple, je donne l'exemple des associations pour la culture fourragère. On sème les légumineuses, c'est-à-dire la veste, etc. Et on sème en même temps l'orge, et la veste donne de l'azote à l'orge, etc. Et ça, on parle maintenant, c'est le débat sur l'agroécologie. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises dans ce sens? Et je vous remercie. Merci à vous. Ouais, oui, je parle de la PAC, oui. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? Merci à vous. Alors, ce côté-là, oui. Oui, monsieur Tsadal. Oui, madame, tfadli. Je reviens à vous. Malish, il n'y a pas de problème, j'ai noté, il n'y a pas de problème.
Bonjour à tous. Donc, c'est Madame Oussalem de l'Université de Béjaïa. Mon intervention donc s'adresse à Madame Zaidi. Vous avez parlé donc de l'impact, c'est ça, des conséquences plutôt de la réduction des quotas sur la filière lait en Algérie. Et ma remarque est que je ne sais pas par rapport, je suis arrivée au milieu de votre communication, peut-être j'ai raté quelque chose avant, mais quand vous dites que ça a eu un impact immédiat sur la collecte, sur la production, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, ou ça manque de précision, parce que quand on parle de la collecte, ce sont quand même des contrats, on le sait, annuels, avec les DSA, d'accord? C'est-à-dire, on a des contrats soit avec les laiteries, la production, ça ne dépend pas de ces quotas, c'est des éleveurs. Donc on a la production, et la production dépend d'autres facteurs. C'est-à-dire quand ça diminue, c'est par rapport à plusieurs autres facteurs. Parce que vous avez dit que ça a eu un impact, il y a eu un impact immédiat, il y a eu une baisse par rapport aux figures que j'ai vues, c'est-à-dire quand je suis arrivée au milieu, et par rapport aussi à la collecte. La collecte, il faut savoir que cette période-là, quand vous parlez de 2015, il y a aussi les grandes laiteries comme Soma, Modanon qui font de la collecte au niveau national. C'est-à-dire quand une entreprise investit dans des camions citernes, dans des centres de collecte, c'est-à-dire c'est pas pour s'arrêter parce qu'il y a la baisse des prix de la poudre de lait au milieu de l'année. C'est-à-dire ici, et la collecte, ça a toujours été comme ça, c'est volatile. La collecte, ça a toujours été le maillon faible de la chaîne. Et par rapport à l'intégration aussi industrielle, on sait que l'intégration industrielle, elle est très faible du lait, d'accord? Et aussi que l'intégration industrielle dépend surtout de la qualité du lait. Parce que quand le lait arrive à l'usine, on l'intègre, c'est les bancs, d'accord? Et aussi, sachant que quand on parle de l'intégration, ce que considère le ministère ou les statistiques de l'ONIL comme intégration, c'est-à-dire le lait intégré, les statistiques qu'on a par rapport aux sources que vous avez utilisées, c'est uniquement le lait qu'on vend, c'est-à-dire tel qu'il est, d'accord? C'est le lait de vache qu'on vend directement au consommateur. Quand il est transformé dans les produits dérivés, ce n'est pas de l'intégration, ça ne représente pas les taux d'intégration. Donc ici, j'aimerais que vous nous apportiez plus de précision par rapport à cela, quand vous dites c'est un impact immédiat. C'est-à-dire c'est le terme qui me gêne un peu, personnellement, parce que on sait très bien que ces variables que vous avez utilisées, la production du lait, la collecte, l'intégration, il y a beaucoup d'autres facteurs, et vous le savez sûrement, qui affectent ces taux-là. Et surtout aussi, juste en 2016, on voit une nouvelle politique, je dirais pas une nouvelle politique, mais plutôt de nouvelles mesures, précisément par rapport à la filière lait, en augmentant d'ailleurs la subvention pour la production du lait, en facilitant par exemple l'importation, l'insémination artificielle, etc. Beaucoup d'aspects dans ce secteur-là. Donc j'aimerais que vous nous apportiez un peu plus de précision, parce que pour dire que ça a directement un impact, je ne sais pas, je pense que c'est beaucoup trop précis, alors que quand on voit les statistiques, ce n'est pas le cas. Et je vous remercie. Merci, madame. Oui, vous voulez reprendre rapidement, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'était que j'ai dit agronomie durable. Donc, je pense aussi qu'on devra utiliser les énergies renouvelables. Donc, est-ce qu'il y a un côté financement pour ces recherches? Ainsi, je pense que l'informatique aussi et le marketing digital peut aider ces secteurs à se développer et donc le développement du pays. Merci. Très bien, merci. Alors maintenant, je voudrais qu'il y ait des questions des étudiants, s'il vous plaît. On a 3 compartiments. Il faudrait qu'il y ait un étudiant de chaque compartiment, sinon on ne va pas lever la séance, on ne va pas répondre. On ne va pas sortir, on va fermer les portes. S'il vous plaît. هيا شويه شجاعه يا جماعه روحوا بوزوا لا كيسيون باي لغه حبيتوا باي طريقه تفضل يعطيك الصحه شكرا هيا وجدوا لنا شجعانكم في الوسط نعم الكولوك ندير في الجامعه انا جو سيبوز ندير لكم نتوما اكثر من لي باسكو لي زونسينيون ils sont là pour donner mais نتوما تاني que vous avez à donner je suis sûr parce que à travers des questions, on peut prévoir d'autres sujets. L'énergie renouvelable, c'est un sujet peut-être à traiter, fait un autre.
تفضل قدم نفسك. ها الزول في الاول مابيل سويلاح يونس. شوي un étudiant master 1 management d'établissement hôtelier. Bon, j'ai juste une seule. Donne le micro. J'ai une seule question. Oui. Sur comment réduire les importations de lait avant de se lancer dans la production pour réaliser l'autosuffisance. Alors que. Comment réduire? Bon, vous avez dit on va faire une barrière de l'importation. Comment faire sous barrière de l'importation de lait avant de se lancer dans la production de lait. Parce que sous barrière, il va engendrer une crise. Une crise. Alors comment faire face à cette crise? Très bien. Avant de se lancer dans la production. Très bien, merci. Bonne question. Allez, de l'autre côté. تفضلي. وجدوا روحتكم هنا. هنا تانيك. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Anissa Msbah, je suis étudiante en Master 1 Management des établissements hôtellerie. Donc, j'ai une question. C'est à propos de l'élevage, donc c'est la vache laitière, donc la race mobiliard. S'il vous plaît, donc en Algérie, ils ont exporté dernièrement les vaches d'une race mobiliarde, mais elles n'ont pas assez réussi. Donc la cause, c'est ils n'ont pas mis une étude précise sur cette race. Donc moi, je voulais Inch'Allah, investir dans ce domaine, mais j'ai la peur parce que cette race, elle n'est pas assez réussie. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'il y aura des études à l'avenir de la race mobiliarde, la vache laitière? Merci. Ça, c'est de l'opérationnel. Vous voulez investir et c'est des questions bien précises. Oui. Voilà. Alors, on va vous attendre. Hein. S'il vous plaît. J'y tiens beaucoup, là, sincèrement. Allez, madame, vous avez levé la main. كنت حكي في شعرك. معليش, on passe de ce côté-là, le temps de... Mais on ne va pas vous lâcher. Il n'y a pas une question maintenant? Non? Ah. معليش. Malish, on va commencer à donner les réponses, mais entre-temps, vous allez pouvoir lever la main des deux côtés et on va vous appeler ou là, vous permettre de poser vos questions entre les réponses. Ah oui, bien madame, bien sûr. Oui, faudrait. Bonjour. En attendant que les étudiants réfléchissent pour poser des questions, donc c'est l'association Femmes de la Wilaya de Béjaïa. Moi, je voudrais poser une question et je ferai 3 propositions. C'est une bonne présentation de votre communication. Merci beaucoup, Madame Oumkhlouf. Vous avez parlé effectivement du commerce mondial. Et pour l'Afrique du Nord, vous avez parlé de 5% d'exportation. On aurait aimé que vous présentiez au moins une partie, c'est-à-dire le commerce en Algérie. Bon, j'imagine parmi les 5%, ça doit être réduit, mais on aurait aimé avoir quand même une situation de l'Algérie. Ça d'une part. Et puis, Monsieur le Président, vous avez parlé effectivement des équipements agricoles. Certes, effectivement, il y avait l'entreprise de Constantine qui fabriquait à un moment donné des tracteurs et tout. Mais il faut dire aussi qu'il y a quand même des opérateurs privés, effectivement, qui sont actuellement... qui fabriquent certains matériels qui peuvent être utiles pour justement des agriculteurs dans les zones rurales en particulier.
Bon, je vais citer, je m'en fous, je cite une entreprise aussi au niveau de la wilaya de Béjaïa qui fait VMS, qui fabrique, c'est-à-dire des motos avec ABN, qui peut être très utile justement pour, c'est-à-dire l'utilisation pour l'olive, pour les maraîchères, pour le lait, etc. et tout, très utile, avec un prix vraiment très intéressant, qui peuvent être achetés par des agriculteurs à faible revenu, destinés pour les femmes et les hommes. Ça, d'une part, c'est très intéressant. Et aussi, vous avez aussi maintenant avec le PASA, dans le cadre de la DIZ, où effectivement il y a un programme pris en charge par l'Union européenne, où effectivement du matériel de perchoir pour justement la cueillette des olives, qui se fait, c'est-à-dire de façon, c'est-à-dire à respecter. Bon, j'ai pas écouté la communication de la première, mais pour justement avoir un produit sain, qui n'est pas blessé, pour avoir la qualité de produit, même qui peut être éventuellement pour l'exportation. Et aussi la troisième proposition, effectivement, c'est justement, nous avons des expériences qui se font au niveau de, comme la Tunisie, ce qu'on appelle le groupement de développement agricole, où ça a été dit dans les communications d'hier et aujourd'hui, que nous avons des terres agricoles qui sont non seulement sous-utilisées ou carrément non utilisées, qui peuvent être mises à disposition, c'est-à-dire des agriculteurs qui veulent travailler avec un cahier de charge pour effectivement l'utilisation de toutes les filières de l'agriculture, où vraiment on pourrait effectivement développer des filières et de la production, que ce soit en quantité ou en qualité, et effectivement pour arriver effectivement à l'exportation de ces produits. Et dire que c'est des opérations qui marchent très très bien. Et pourquoi ne pas effectivement l'utiliser chez nous en Algérie, dans un cadre bien sûr associatif, ou dans un cadre de dispositif que l'État, effectivement, le ministère de l'Agriculture assure, mais simplement qu'on voudrait effectivement revoir. Et je vous remercie. Merci, merci madame. Il n'y a pas? Malish. Je pense que la première question vous a été destinée en fonction des interventions. En fonction des interventions. Oui, Malish, donc vous commencez? Voilà, je commence, parce que j'ai certains points. Je commencerai d'abord par répondre à madame, pour dire que, vous savez, il ne faudrait pas qu'on soit facilement satisfait. On doit être des éternels insatisfaits pour faire toujours plus. Nous méritons d'avoir une vraie industrie mécanique, et on sait si bien le faire, pour produire plus qu'une mobilette à benne, ou là que petit matériel. Nous avons des territoires assez grands, et on voudrait développer de l'agriculture, et l'industrie mécanique doit suivre, pour adapter le matériel qu'il faut pour notre agriculture. Nous avons des montagnes, c'est vrai, nous avons aussi l'agriculture saharienne. Moi, j'ai dû connaître un investisseur en agriculture qui avait 3 sites. Un premier site fait 1200 hectares, le deuxième fait 800 hectares, le troisième fait 1000 hectares. Donc c'était entre Sidi Bla Abbas, Chlef et Indefla. Il importait ses tracteurs de l'étranger. Il a un tracteur, il a 7 ملاير, parce que fait même le système GPS, donc on doit aller. Voilà, أنا نحب نكون دائما un éternel insatisfait pour faire toujours plus. Alors, donc, maintenant, pour l'énergie, la sécurité énergétique, ça devrait aussi faire objet d'un autre séminaire, d'un autre colloque. C'est lié, donc, l'indépendance, la sécurité alimentaire ne dépend pas que de l'agriculture, elle dépend aussi de la sécurité. C'est pour vous, mademoiselle, hein, je suis en train de vous répondre, donc pour la problématique de l'énergie. L'énergie, que ce soit mondiale ou en Algérie, il est vrai que l'agriculture, elle dépend aussi de l'énergie, elle dépend aussi des minerais, elle dépend aussi de la main-d'œuvre. On ne doit pas oublier le côté main-d'œuvre. En Algérie, on a des producteurs qui souffrent de la main-d'œuvre. Ils peuvent avoir le terrain, avoir des avantages fiscaux, avoir des prêts, trouver du matériel, même occasion, mais ils n'ont pas de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'investisseurs, mais ceux qui veulent investir ici, comme mademoiselle, doit penser aussi au facteur main-d'œuvre. Nous, en tant qu'association des consommateurs, on a eu, par occasion d'un séminaire comme ça, à demander même au pouvoir public d'autoriser une part de ces Africains qui migrent vers l'Algérie,
qui sont en train de travailler dans le noir, mais que malheureusement, les producteurs ne peuvent pas employer, recruter officiellement. Donc on s'est dit que pourquoi pas, temporairement, faire travailler cette main-d'œuvre qui est prédestinée à ce travail manuel et qu'on pourrait utiliser pour relancer, pour encourager l'investissement dans ce domaine. Il y a le domaine de l'agriculture, il y a le domaine du bâtiment. Donc la main-d'œuvre, c'est aussi important. Donc on peut parler de l'énergie, des minerais, mais aussi de la main-d'œuvre. L'agriculture biologique, moi j'irai plus loin. Donc nous ne sommes que 45 millions d'Algériens, de consommateurs. Nous avons des territoires énormes avec un grand potentiel. Donc nous déjà, on pourrait s'auto-suffire avec de l'agriculture biologique. Voilà. Donc on doit faire beaucoup d'efforts pour cela. En plus, on ne peut pas construire, on ne peut pas faire une économie localement, alors que nous avons un grand pays, nous avons du potentiel, on n'est pas nombreux. Donc on doit travailler pour l'export. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur les marchés internationaux? Voilà. Sur les marchés internationaux, c'est beaucoup plus des produits qu'on ne trouve pas sur les marchés internationaux. Donc c'est des produits biologiques, bio, et aussi, sans oublier, les produits forestiers. Donc on n'en profite pas. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici de la direction des forêts, mais pour dire que la forêt, les produits de forêt, c'est une grande économie. Voilà, on me dit qu'il y a un peu de retard, je dois abréger. Maintenant, je donne la parole aux intervenants pour répondre chacun pour ces sujets. À vous? Oui. Pour le lait, parce que là, vous avez plusieurs questions sur le lait. Oui. Le lait, je tiens à préciser une chose. Le lait n'est pas un produit essentiel, de première nécessité. C'est un produit de large consommation. Je voudrais bien qu'on corrige ça, parce que même première nécessité. Non, c'est un produit de large consommation. Il n'y a rien de nécessaire, ni le lait, ni le zit, ni le khobza. Donc voilà, de large consommation. Allez-y. Donc, je commence par répondre à la question de M. Djilali et celle de l'étudiant, tout en haut, et aussi du monsieur, parce que la question en elle-même, elle se ressemble. C'est comment arrêter l'importation, comment y faire face à cela. Je vais juste vous donner l'exemple de l'embargo russe qui a été fait en 2014. En fait, la Russie, elle importait comme tous les pays des produits dont elle produisait pas. Et puis en faisant l'embargo, donc elle a cessé d'importer. Les producteurs russes, ils se sont retrouvés très motivés à produire. Donc il y a eu une motivation de la part des producteurs où en fait la filière porcine, la filière avicole, où la Russie elle était dépendante des importations, avec l'embargo russe, elle est arrivée à l'autosuffisance. La filière porcine, la filière avicole. Là, la Russie, elle est arrivée à l'autosuffisance. Donc, c'est vrai que le fait de mettre des barrières à l'entrée concernant la poudre de lait, c'est vrai, ça va être très difficile durant plusieurs années. Mais je pense qu'il faut faire cela pour connaître vraiment, en fait, on va se mettre devant le fait accompli. Voilà, donc on arrête l'importation. Peut-être la situation va ressembler à celle de la Russie. Peut-être que nos éleveurs ils seront encore plus motivés à produire. Peut-être que des gens qui n'ont jamais songé à faire cette activité d'éleveur, peut-être en voyant que ça rapporte de l'argent, ils vont se lancer là-dedans. Donc voilà. Donc moi je pense que la meilleure solution c'est de faire, même si d'une façon graduelle, mais d'essayer au maximum de limiter les importations. C'est vrai que la filière laitière en Algérie, elle a pas mal de contraintes qui sont vraiment importantes. Le foncier agricole, comme vous avez dit, c'est vrai, il y a la surface agricole utile qui n'est pas très utilisée. Mais la surface agricole utile, on peut pas genre la donner. Elle a déjà des propriétaires, donc on peut pas genre la supprimer. On peut pas supprimer le propriétaire et la donner à quelqu'un d'autre. Donc d'ailleurs, c'est ça le problème des éleveurs. Il y a des éleveurs qui veulent investir,
ils veulent investir, ils veulent acheter des vaches, etc. Mais ils ont le problème du foncier agricole. Ici on n'a pas le foncier agricole, on doit importer l'aliment du bétail. L'aliment du bétail, il coûte cher et ainsi de suite. Comme j'ai dit tout à l'heure, la spirale, il y a la spirale la spirale importatrice. Voilà. Concernant la question de monsieur, comment faire des barrières à l'entrée et faire face au pouvoir d'achat. C'est vrai, et en fait, cette question, elle a été pas mal étudiée. Ils ont proposé une solution, c'est arrêter les subventions de la poudre de lait. On arrête les subventions et on va déceler la population à revenu moyen et on leur donne une prime pour acheter du lait. Une subvention ciblée. Voilà, une subvention ciblée. Mais ça aussi, ça reste très difficile à mettre en place, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont un revenu très faible, mais ils ont des activités dans l'informel, par exemple, où ils ont des biens, des terres, enfin, ils ont quand même de l'argent à côté. Donc ça, c'est très difficile à mettre en place. Permettez-moi de vous aider sur cela, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis des années. Vous savez qu'on doit investir dans cette action. D'abord, il faudrait recenser les Algériens convenablement, identifier ceux qui sont dans le besoin. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des études, comme Thomas, d'ailleurs, pour voir le niveau de vie. Qu'est-ce qu'il faut comme recette dans un ménage pour vivre bien, pour déterminer le seuil de nécessité. Il faudrait que tout le monde se bancarise, gagne un compte bancaire. Pour cela, il faudrait que tout le monde se déclare dans le travail. Donc, il y a un travail à faire que devaient faire les pouvoirs publics depuis des années. باش اليوم نقدروا نقولوا بليك نحيوا لا سوبفونسيون تاع الحليب باش نرجعوها sa vraie valeur باش نقصوا la consommation تاعو parce que اليوم ما رناش on est 45 millions mais si on voit combien qu'on consomme رانا نفوتوا les 1 ou 2 litres par personne alors c'est pas normal, c'est-à-dire même les هما مأمنين بليك الحليب il leur permet d'avoir la santé مازالش dépasser كاس تاع 200 millilitres. Donc on va éliminer le gaspillage, donc cette surconsommation qui est nocive. ونرجعوا vers les prix réels واللي هما انا نعطوا لهم اللهم يشروا 4 شكاير 5 شكاير في النهار يعود نهار يولي قيمته يشري شكاره وحده لو ريست تاع الدراهم تاع لا سوبفونسيون اللي جاتو في الكونت بانكير ديالو ولا في سي سي بي يدير به حوايج اخرى. Voilà, donc c'est tout un mécanisme. Le problème ne concerne pas que le lait, il concerne aussi la farine, les carburants, l'énergie, etc. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, au contraire, avec plaisir. Donc, concernant la question de ma collègue, donc vous m'avez dit c'est pas normal que la production a baissé, non? L'intégration. Oui, ça a été immédiat. D'ailleurs, c'est les données de l'ONIL. Mais les débouchés, madame, les débouchés, si par exemple la laiterie, elle trouve des prix très attractifs par rapport à la poudre de lait importée, forcément, elle va aller sur ce terrain. Non, c'est pas ça, non, je cherche pas à avoir raison, c'est pas la question. Oui. Moi, je pense que c'est dû à ça, tout simplement, parce que lorsque les laiteries, c'est le pivot de la filière. Lorsque les laiteries se tournent vers la PDL importée, là, ça pose problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que lorsque les producteurs, ils produisent, et ils n'ont pas assez débouché. D'ailleurs, il faut que vous sachiez par rapport, quand vous m'avez dit, l'intégration du lait cru. En fait, l'intégration, c'est quoi? C'est collecter le lait de la vache et l'intégrer dans le LPC, le lait pasteurisé conditionné. Mais le problème qui se pose, c'est que les laiteries,
Il collecte certes le lait, mais il le produit, il le tourne vers les dérivés, surtout la production, surtout du camembert. Camembert parce que c'est un produit à forte valeur ajoutée. Donc, même s'il collecte le lait qui devrait intégrer dans le LPC, il tourne ça vers une autre production qui est les dérivés, parce que c'est des produits à forte valeur ajoutée. Donc il y a pas mal comme je vous ai dit, la filière, elle est confrontée à plusieurs contraintes. Mais la poudre de lait, le prix de la poudre de lait sur le marché international, elle a un très fort impact sur la filière lait. Ça, c'est mon point de vue. Monsieur Bellil a aussi un élément de réponse par rapport à cette question. Oui. Je vais juste répondre à la mademoiselle Ouselem. Je tiens à madame Ouselem. Enfin, c'est un plaisir déjà de mettre un visage sur un nom, parce que je travaille aussi sur la filière lait. Donc, par rapport à cette question d'intégration, de baisse, de lien direct entre la production locale, enfin la collecte et la baisse des pays au niveau du marché mondial, il faut savoir que, oui, je suis d'accord avec vous quand on parlait qu'il y a beaucoup de facteurs. Et entre autres, la fièvre afteuse qui a fait des ravages en 2014-2015, en fait. Mais pendant cette période qui coïncidait avec la période de collecte d'informations pour ma thèse à l'époque, on a fait des déplacements au niveau des laiteries, etc. Ben, il faut voir uniquement, il faut essayer de se rapprocher, de voir l'importation des industriels privés par rapport aux importations publiques. Là, vous avez remarqué qu'il y a un regain d'intérêt pour la poudre de lait de la part des industriels privés, non seulement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une production au niveau local, faute d'un certain nombre d'éleveurs qui ont commencé à disparaître sous l'effet de la fièvre afteuse, mais là aussi, parce qu'on a posé cette question pour les industriels, et par exemple, Souman, par exemple, on ne va pas parler ouvertement, pour ce choix, mais c'était un choix stratégique en fait, parce que rien ne les empêche, comme l'a dit le professeur Archid Naïssa, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, d'accord? C'est la poudre de lait, elle a un avantage qualitatif, qui est indéniable, facile à traiter, facile à conserver, etc. Mais là aussi, il a un avantage quantitatif en matière de prix. Et malheureusement, à cette époque-là, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas réagi face à cette situation, au moins de taxer un petit peu, de faire équilibrer un petit peu l'offre locale en matière de prix et l'offre internationale. Et je vous remercie. Vous avez... Je vais essayer d'être bref. Par rapport à votre première question. Écoutez, hier, quelqu'un qui est dans le domaine, l'ex-ministre, M. Benaja, il avait dit on a 50 millions d'hectares arables qu'on peut travailler. Et pourtant, on n'utilise que 5 millions. Bon, je parle d'un ex-ministre, d'un connaisseur de... 40 millions d'hectares SAU. Oui. 40 millions d'hectares SAU sont les domaines forestiers, oui. sont le domaine de la steppe. Oui. Donc c'est pour dire qu'on a encore un potentiel énorme pour produire, pas uniquement pour la sécurité alimentaire, pour l'autosuffisance, mais même pour exporter. Maintenant, vous avez évoqué la vache. Je crois que c'est assez problématique la question de vache. Il y a, on importe d'eux, parce que je crois qu'il faut une volonté politique. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de s'en passer graduellement de cette poudre à la langue pour la remplacer par des vaches? Il y a eu beaucoup d'importations de vaches, même si ce n'est pas plus qu'il en faut. Mais si vous regardez sur le terrain, elles ont toutes terminé dans des abattoirs. Primo. On avance à partir d'aujourd'hui l'opération. Oui, voilà. Mais je crois qu'à partir de cette année, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, il y a le recensement du cheptel au niveau national, oui. Deuxièmement, je vous donne un seul exemple. Le patron de Souman, le Hajj Hamitouch, il a créé quelques fermes dans les hauts plateaux. Il leur donne les vaches, de l'argent, tout. Il leur rachète le lait. Elles ont toutes coulé.
Il a fait même une vidéo, il a fait un truc. C'est un massacre parce que les gens qui s'occupaient, ce n'est pas des professionnels. Ils ont lâché les vaches, ils mal nourris. Et même l'argent, il avait dit, j'ai pris l'argent de ce qu'il fallait faire, et il est allé faire le hajj, il a fait la fête, il a fait, voilà, les trucs. C'est pour dire qu'il y a aussi, il manque de professionnalisme aussi sur le terrain. Sinon, il y a beaucoup de gros, je dirais, patrons qui veulent vraiment importer et faire, et produire, c'est-à-dire faire de l'élevage, et sans passer de la poudre de lait, donc on va acheter des vaches. Mais si on va aussi, on va zoomer sur les vaches. Ce n'est pas tout à fait qualitatif. Ce n'est pas des vaches qui peuvent s'habituer à nous et dans notre espace. Les vaches qu'ils ont achetées, ce n'est pas des jeunes qui peuvent donner 40-50 litres. Elles ont donné déjà 40-50 litres en France, en Allemagne ou bien en Belgique. Lorsqu'elles commencent à donner moins, c'est de là qu'ils les vendent à l'extérieur. Donc lorsqu'elles arrivent ici, elles vont moins, et vous savez qu'il y a le truc psychologique. Stress, elles sont stressées. Et lorsqu'elles sont stressées, elles ne donnent rien. Donc il y a beaucoup de problèmes pour cette filière-là. On peut en discuter à la pause, on peut discuter. Est-ce que par rapport, par rapport à la question avec l'étudiante qui voudrait investir pour l'étude de la race, oui, mais j'aimerais bien lui répondre parce que je voudrais la voir investir un jour réellement. Bon, je termine. Il faudrait l'accompagner, hein, mademoiselle. Je termine parce que je devais faire la pause. Je dois rejoindre un autre atelier. Allez-y. Parce qu'on a tardé. Pour les PSN, oui. Parce que partout dans le monde, chaque pays, chaque État, est-ce qu'il y a une volonté de faire? C'est une question de volonté. Et lorsqu'on a la volonté, on va dégager qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? C'est la question fondamentale. Les potentialités, si vous faites un diagnostic, on peut nourrir l'Afrique. C'est-à-dire par rapport aux potentialités qu'on a. Est-ce qu'il y a une volonté de faire? Quoi faire? Mais je crois que le secteur agricole commence à bouger. Je prends 2 expériences seulement. Ils ont bouffé beaucoup d'argent, mais ça a réussi. Biskra et l'Oued. Ces 2 wilayas à elles seules, pour les cultures maraîchères, elles produisent 24% de la production nationale. C'est pour dire que lorsque l'État met le paquet pour une filière, pour une région, pour un truc, donc il y a vraiment il y a un retour. Même si immédiatement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'apprentissage, c'est comme on dit couramment, donc c'est leur domaine, pratiquement c'est pas... maintenant, pour le truc de Covid, oui, Covid, ça a touché tous les pays. Mais tous les pays se sont enfermés, ça ne veut pas dire que les ports fermés, la majorité des pays, ils ont des stocks pour 6 mois, pour une année. D'accord? Ce n'est pas, ils n'essayent pas de consommer au jour le jour, que ce soit sur le plan intrant pour consommer, ou bien intrant pour la transformation industrielle. Et maintenant, est-ce que quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, et puis il n'y a pas un confinement à 100%, le commerce international, il a ralenti énormément. Il est cher. Le conteneur, il est passé de 7 000 $ à 25 000 $. Donc ça coûtait cher, mais si un élément, un produit, on a besoin, donc on le ramène, et vous avez remarqué qu'il va avoir un prix on doit abréger parce que voilà, on est en train de faire de la pression. Le dernier pour l'agroécologie, oui, je partage l'idée parce que dans l'Union européenne, pour s'en passer de tous ces pesticides d'azote et tout ce qui s'ensuit, c'est l'alternance dans la culture. Pourquoi on laisse en jachère? De 2 choses. En jachère, c'est pour équilibrer le marché. C'est-à-dire on ne peut pas produire trop parce que sinon les prix vont s'effondrer. Ça y est. Le deuxième, ça permet à la terre de se reposer et de faire une autre culture. Maintenant, pour remplacer, parce que c'est une question d'azote et c'est une question de carbone, c'est les légumineuses, tout ce qui est fèves, tout ce qui est pois chiches, pois, et donc ils essayent, ils imposent ça, c'est ça l'agroécologie. Lorsque vous cultivez derrière l'alternance, il y a des techniques agronomiques qu'on appelle la solement triennale. Donc tous les travailleurs, pratiquement, il fallait changer de culture. On ne peut pas faire la même chose toute la vie. Sinon, le sol s'épuise et pour remplacer les nutriments, vous êtes obligé de doser en engrais. Donc il y a des engrais naturels, ils peuvent venir carrément des légumineuses et c'est une solution d'une pierre deux coups. D'une pierre, on essaie toujours, on produit bio
Et en même temps, on s'en passe graduellement de tous les intrants chimiques, là, pesticides, herbicides, phytosanitaires, tout ce qui sont ici. Donc voilà un peu merci. ce que je voulais merci dire. Oustad. Malheureusement, on doit arrêter. Ah, oui, Mobilia. Donnez-nous encore un peu plus de temps, les responsables. Allez-y, madame. Oui, donc j'aimerais juste répondre à la demoiselle qui veut investir dans la Montbéliarde. En fait, la Montbéliarde, c'est une vache laitière très rentable dans son pays d'origine. Et lorsqu'elle est importée, les choses changent pour elle. Les conditions climatiques, elle subit un choc thermique. L'alimentation qu'elle mange n'est pas adéquate par rapport à ce qu'elle mangeait dans son pays d'origine. Cela cause une réduction de son rendement. Donc c'est un dérèglement déjà de son métabolisme par rapport au choc thermique, de sa nourriture, parce qu'ici il n'y a pas vraiment une grande disponibilité par rapport au fourrage. Donc si vous voulez investir là-dedans, moi je vous dirais que c'est risqué, tout simplement parce que les conditions, lorsqu'elle est dans son pays d'origine, ne sont pas les mêmes qu'ici, parce qu'il y a pas mal d'importations qui ont été faites par rapport à cette race. Ça n'a pas réussi. Dans son pays d'origine, elle produisait jusqu'à 25 litres par jour. Elle arrive en Algérie, elle produit à peine 8 litres. Donc il faut que les conditions soient réunies. Donc voilà, donc c'est la réponse que je peux vous donner. Pour répondre à la dame qui m'a posé la question sur... j'ai pas parlé sur le cas algérien, oui je sais, parce que j'ai fait un état des lieux des produits agricoles de tous les pays du monde, mais il y avait des communications qui sont passées et qui ont parlé précisément sur l'Algérie. Néanmoins, je peux dire que pourquoi le niveau faible de la part de l'agriculture dans l'Afrique en général, que ce soit pour l'Algérie ou pour d'autres pays, parce que le commerce extérieur, il se base principalement sur les hydrocarbures. Ça n'empêche pas que les gouvernements publics, ça commence à donner de l'importance à la production nationale. Par exemple, en Algérie, ils ont mis en œuvre des programmes nationaux de développement agricole. Il y a par exemple le Fonds national de la régulation et le développement agricole. Il y a 60% des projets qui sont financés par ce fonds. Donc ils ont commencé à encourager la production nationale agricole. Il y a aussi, ils ont aussi réduit les importations pour favoriser la production nationale. Et concernant le commerce extérieur, donc ils commencent à encourager le commerce extérieur. Par quoi? Par la réduction des tarifs douaniers. Donc ils ont quand même commencé à adhérer à des zones de libre-échange. Par exemple, l'Algérie elle a fait son adhésion à la ZLECAf, justement pour réduire ses tarifs et encourager le commerce extérieur. Voilà. Merci à tous, merci à vous d'avoir posé ces questions, d'avoir été là. Si je voudrais conclure, c'est dire que hier j'avais parlé de la planification de la carte agricole. À mon avis, et je reste convaincu que c'est avec ça qu'on va régler tous ces problèmes. Parce que on doit introduire la science dans toutes nos prévisions, dans toutes nos stratégies. On ne fait pas de l'action spontanée. Je ne suis pas très d'accord quand on dit que Biskra, il y a l'État qui a fait des efforts. Moi, je dirais que c'est des individus qui se sont aventurés pour aller faire des productions. Et après, il y avait Nesta'anad, ou alhamdoulilah. Quoique, en tant qu'association consumériste, on a des craintes par rapport à la qualité parce que ils ont tellement avancé trop vite que les pouvoirs publics n'ont pas pu suivre dans le contrôle. Et on est en train d'utiliser beaucoup de produits chimiques. Et on appelle justement à ce qu'il y ait un meilleur contrôle, une meilleure maîtrise. Donc la régulation de ce marché, c'est la carte, c'est la planification, c'est la stratégie. Prévoir qu'est-ce qu'on va manger nous, prévoir qu'est-ce qu'on va planter, qu'est-ce qu'on va produire. Est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller à de nouvelles variétés, d'autres variétés qu'on ne produit pas en Algérie? On est en train de produire les mêmes variétés depuis des années et des années. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'aller vers des produits exotiques qui sont beaucoup plus rentables pour la santé, beaucoup plus rentables pour l'économie, qui sont exportables vers l'extérieur? Nous avons des grands territoires et on peut planter beaucoup de choses, des produits qui
qui n'existent qu'en Afrique ou qui pourraient exister en Asie, mais qu'on pourrait produire ici chez nous et développer donc d'autres variétés, d'autres espèces dans notre agriculture. Voilà. Donc je vous remercie. Là, malheureusement, le وقت عمره ما يكفي. Inch'Allah, ملتقى آخر ولقاء آخر Inch'Allah. Et n'oubliez pas, les étudiants, j'ai besoin de vous. La pause, Madame Biadjivni, on va s'échanger nos contacts pour préparer une petite cellule à Béjaïa. Merci.